le monde peut être un endroit difficile. Et parfois, il peut vous donner l'impression que vous êtes incapable de changer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas vrai. Peu importe la hauteur de la montagne, vous pouvez l'escalader. Ou dans le cas de Wang Dafa, un humble villageois chinois devenu héros, l'a traversée en la creusant. Alors, chers explorateurs, préparez-vous et ouvrez votre cœur pour découvrir l'histoire inspirante d'un homme qui a littéralement déplacé des montagnes pour rendre le monde meilleur. Commençons par le commencement. Qui est donc Wang Dafa? Et pourquoi creusait-il à travers les montagnes? Nous y viendrons. Pratiquement tout ce qui le concerne est entouré de mythes et de mystères. Et faire le tri parmi toutes les rumeurs et les fausses informations a été une tâche ardue en soi. J'ai néanmoins réussi à reconstituer cette histoire fascinante à partir de toutes les informations que j'ai pu trouver. On sait peu de choses sur les premières années de Wang. Nous savons toutefois qu'il est né en 1936 à Kawangba, un village situé dans les magnifiques montagnes de Guizhou dans l'ouest de la Chine. Kawangba était un village très petit et très isolé, avec seulement 1200 habitants vivant à une altitude vertigineuse de plus de 1200 mètres. En d'autres termes, c'était pas le genre d'endroit qui attirait beaucoup de visiteurs. Wang est devenu orphelin très jeune et a été élevé dans cette communauté isolée par ses voisins. Après avoir reçu une éducation élémentaire de base, il semblait destiné à devenir agriculteur, comme la plupart des villageois avant lui. Cependant, cette vie n'était pas facile. Kawangba était un endroit difficile à vivre. Le villageois moyen gagnait moins de 100 yuan par an. Cela représente un peu plus d'$1 par mois. Et comme le village n'était pas alimenté en électricité, cela signifiait de longues journées dans les champs à cultiver à la main. Les équipements agricoles modernes n'étaient qu'un rêve, et Kawangba n'était même pas relié par des routes. Les villageois devaient donc effectuer un long trajet à travers les montagnes pour aller chercher des provisions dans la ville la plus proche disposant d'une route. Une fois leurs achats effectués, ils devaient les transporter sur tout le chemin du retour. Cependant, Wang Dafa a travaillé dur pour son village, et en 1958, à l'âge de 23 ans seulement, ses efforts ont été récompensés lorsqu'il a été élu chef du village. Il était temps d'apporter des changements importants. Wang a identifié 3 problèmes principaux auxquels Kawangba était confronté. Premièrement, il n'y avait pas de route. Deuxièmement, il n'y avait pas d'électricité. Et troisièmement, c'était sans doute le plus urgent, il n'y avait pas d'eau. Ouais. En plus de tout le reste, la région de Guizhou, où se trouve Kawangba, était confrontée à une terrible sécheresse depuis des siècles. Les couches de roches tendres du sol de la région s'étaient érodées au fil des ans, laissant derrière elles d'énormes dolines dans le paysage. C'était vraiment grave, car l'eau s'écoule dans ces trous depuis les couches supérieures du sol et y laisse les terres cultivables complètement sèches. Heureusement, on peut encore y cultiver des pommes de terre et du maïs, mais c'était littéralement tout ce que les villageois pouvaient manger jour après jour. Si je ne consomme pas ma pizza hebdomadaire, je deviens irritable. Certaines années, ces conditions de sécheresse extrême faisaient qu'ils cultivaient à peine assez de maïs pour tenir 5 mois. Et avec un seul puits pour recueillir l'eau de pluie, les villageois avaient à peine assez pour boire. Pour éviter d'épuiser complètement leur puits, ils étaient donc contraints de marcher 2 heures par jour sous une chaleur étouffante, à travers les montagnes jusqu'au village le plus proche, Yebiao. Et une fois arrivés, ils devaient faire la queue toute la journée pour avoir accès à leur eau. C'était un véritable enfer. Tout le monde avait faim, était déshydraté et épuisé. Wang savait qu'il devait faire quelque chose. Mais quoi? Il savait qu'il y avait de l'eau en surplus à Yebiao. Mais ce village était à des kilomètres de là, et marcher tous les jours n'était pas une bonne solution. Et s'il pouvait, au lieu d'aller chercher l'eau, faire venir l'eau jusqu'à lui? Ça semble fou, n'est-ce pas? Entre Yebiao et Kawangba, il y avait 3 montagnes et 10 collines. Et on ne peut pas demander à l'eau de gravir une montagne, croyez-moi, j'ai essayé. Notre ami Wang était coincé entre un rocher et un endroit élevé. Ainsi, en 1959, sans véritable plan, mais avec beaucoup de motivation, il a pris sa pioche, s'est rendu à la montagne la plus proche et a commencé à creuser. Ouais, il s'est simplement mis à creuser. Lorsque les gens lui ont demandé ce qu'il faisait, il répondait simplement « Il vaut mieux agir que de ne rien faire ». Et il continuait. Au fait, vous voulez savoir la meilleure chose à faire, genre là, maintenant, tout de suite? Essayez de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner. C'est le seul moyen de rester informé de tout mon contenu, et je pense que vous allez adorer. Bref, revenons à la vidéo. Wang quittait donc le village, chaque matin, et il se rendait dans la montagne avec pour seul bagage sa pioche et son rêve. Car si on ne peut pas acheminer l'eau par-dessus les montagnes, quelle est la meilleure solution? Les traverser, bien sûr. C'est vrai, son plan était de creuser un tunnel en passant directement par le milieu et de canaliser l'eau de l'autre côté directement vers Kawangba.
Ok, ça aurait été extrêmement difficile dans les meilleures circonstances, mais les montagnes du Guizhou ne sont même pas constituées de roches ordinaires. Elles sont formées de roches basaltiques, extrêmement dures, qui auraient été un sérieux défi pour les outils manuels rudimentaires de Huang. Le basalte se forme lorsque la lave refroidit rapidement, et il est plus résistant que le fer. Percer une seule roche aurait été un travail physique monstrueux, sans parler de creuser toute une montagne. Heureusement, Huang a pu se procurer quelques explosifs rudimentaires pour l'aider. Ouais, faire exploser des explosifs douteux? Non, c'est pas pour moi. Mais Huang était prêt à tout pour le bien de son village. Et les autres villageois le remarquaient. Ces efforts extrêmes leur ont rappelé un ancien conte populaire chinois qu'on leur racontait quand ils étaient jeunes, celui d'un vieil homme appelé Yu Gong. Voici le gros de l'histoire. Il y a très longtemps, Yu Gong vivait avec sa famille entre deux grandes montagnes dans la province chinoise de Yu. Cependant, les montagnes étaient si impraticables qu'elles les empêchaient de quitter leur maison. C'est ainsi qu'à l'âge avancé de 90 ans, Yu Gong décida finalement qu'il était temps de s'en débarrasser. Je sais ce que vous pensez, on ne peut pas simplement se débarrasser des montagnes. Sa femme a eu la même réaction. Mais ça n'a pas arrêté Yu Gong, bien au contraire. Déterminé à atteindre son objectif, le vieil homme a donné des pioches à ses fils et petits-fils et les a emmenés dans les montagnes. Là, ils ont travaillé dur et longtemps, brisant les roches en morceaux et les jetant dans la mer. Cependant, même avec toute la famille travaillant ensemble, une année s'est écoulée et ils n'avaient toujours pas terminé le travail. Puis un jour, un vieil homme sage nommé Zitsu se nomma de Yu Gong et lui dit « Vous êtes trop vieux et trop faible, comment pourriez-vous déplacer une montagne aussi haute ?» Mais Yu Gong répondit simplement « Même si je meurs, il restera mes enfants, et les enfants de mes enfants. Ils continueront à jamais, mais ces montagnes ne deviendront pas plus hautes. » Cela attira l'attention des dieux des deux montagnes qui craignaient que Yu Gong et sa famille ne s'arrêtent pas avant de les avoir complètement détruites. Ils se tournèrent vers l'empereur du ciel pour obtenir de l'aide et celui-ci fut tellement ému par l'esprit de Yu Gong qu'il ordonna que les montagnes soient déplacées. Ainsi, Yu Gong et sa famille virent leur souhait exaucé, les montagnes furent déplacées et ils furent libérés. Plutôt belle histoire. Au final, ce n'est pas ce que vous accomplissez qui compte, mais les efforts que vous déployez pour y parvenir. Le travail acharné et la détermination mènent loin, tout comme Yu Gong, Wang le savait très bien. Et il continua donc sans relâche à creuser son tunnel, jour après jour. Un travail éreintant. Mais finalement, après 13 années de travail acharné, Wang eut le souffle coupé lorsque sa pioche traversa la roche et que la lumière envahit la pièce. Ça ne pouvait signifier qu'une chose, il avait réussi. Et ouais, l'herbe était certainement plus verte de l'autre côté. Lorsque la dernière pueur fut retirée, Wang recula et admira son travail. Après 13 années et 100 mètres de travail acharné, tout était enfin terminé. Mais sa joie fut de courte durée. Avec une crainte grandissante, il se rendit compte que même si ce côté de la montagne était mieux arrosé, aucune de cette eau ne pouvait s'écouler à travers son tunnel. Découragé et épuisé, Wang saisit sa pioche et entreprit le long chemin du retour vers son village. Malgré la déception, le tunnel n'était pas totalement inutile. Il offrait aux habitants de Kawangba un raccourci à travers la montagne, mais il était loin d'être idéal. Je ne connais pas le problème exact du système de Huang, mais je peux émettre une hypothèse éclairée. Vous voyez, on ne peut pas simplement creuser un trou à travers une montagne et espérer que l'eau s'écoule à travers. Le transport de l'eau d'un endroit à un autre dépend de la gravité. Vous savez, cette force qui nous empêche de flotter dans l'air. Il est donc facile de faire couler l'eau vers le bas. Il suffit de creuser un petit canal et elle s'écoulera. Cependant, lorsque votre village se trouve à 1200 mètres d'altitude, vous avez besoin que l'eau fasse quelque chose de contre nature, s'écouler vers le haut. Mais comment y parvenir? Eh bien, avec beaucoup de planification et un dispositif appelé siphon inversé. Il s'agit de faire d'abord chuter une masse d'eau afin de l'accélérer et de générer suffisamment d'élan pour la propulser vers le haut de la colline de l'autre côté. C'est toutefois pas facile et ça nécessite des calculs mathématiques très précis pour fonctionner correctement. Quoi qu'il en soit, Yang ne s'en est pas rendu compte lorsqu'il a construit son tunnel, et son histoire s'arrête après avoir terminé en 1972. Au fil des ans, il a fondé une grande famille, avec 2 fils et 6 filles. Il était donc manifestement occupé par quelque chose, mais il n'a jamais cessé de réfléchir à des moyens d'améliorer la situation de son village. Et un projet d'envergure, à environ 1600 km de là, à Anyang, lui a peut-être donné l'inspiration dont il avait besoin. En effet, Anyang était également confronté à de graves sécheresses depuis de nombreuses années. Les habitants se sont donc réunis et ont donc décidé d'agir pour améliorer leurs conditions de vie. Selon certaines sources, environ 500 000 personnes ont contribué à la planification, à la conception et à la construction d'un réseau révolutionnaire de transport de l'eau appelé Canal du Drapeau Rouge. En 1969, la branche principale, longue de 70 km, a été achevée, révolutionnant le paysage agricole de tout le district.
Je ne peux pas affirmer avec certitude que cela a directement influencé Huang, mais il n'est pas improbable que la nouvelle se soit finalement répandue jusqu'aux montagnes isolées de Guizhou. Quoi qu'il en soit, quelque chose a finalement fait tilt dans son esprit. C'était pas un tunnel dont il avait besoin, mais un canal. Le seul problème était qu'il ne savait pas comment en construire un, et il ne rajeunissait pas non plus. Ainsi, en 1989, 17 ans après l'achèvement du tunnel, Huang a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il a quitté son village pour trouver un emploi au bureau des eaux de Fengxiang, à 1100 km au nord. Refusant de laisser son niveau d'études élémentaires le freiner, il consacra les 3 années suivantes à apprendre tout ce qu'il pouvait sur la construction de canaux. Et comme les smartphones n'existaient pas encore, il emportait un dictionnaire avec lui au cas où il rencontrait des mots qu'il ne comprenait pas. Ouais, un dévouement incroyable. Moi qui disais à mes professeurs que mon chien avait mangé mes devoirs alors que j'avais même pas de chien. Bref, quoi qu'il en soit, en 1992, avec son esprit frais rempli de connaissances sur la construction de canaux, Huang est rentré chez lui et inspectait le terrain. Et il n'a pas fallu longtemps pour qu'un grand projet se forme dans son esprit. S'il jouait bien ses cartes, il serait possible d'utiliser le terrain montagneux à son avantage et de construire un canal qui serpenterait de la source d'eau jusqu'au village. Le tracé qu'il avait en tête s'étendait sur quasiment 10 km et grâce à mes calculs incroyablement tôt, j'ai estimé qu'il faudrait plus de 2000 tonnes de béton pour le réaliser. Ça revient à transporter 6 Boeing 747 au sommet d'une montagne. Ouais. De plus, afin de canaliser efficacement l'eau, une grande partie du canal devait être construite en hauteur, à flanc de falaise. La difficulté de la tâche n'a pas découragé Huang, mais il savait que cela coûterait beaucoup plus cher qu'il ne pouvait se le permettre. Alors, toujours aussi tenace, il a marché quasiment 60 km, se couvrant les pieds d'ampoule jusqu'à l'autorité chargée des ressources en eau de la ville de Zuni pour demander de l'aide. Cependant, une fois sur place, celle-ci n'était pas très encline à accorder des fonds à un agriculteur âgé dont les orteils dépassaient les trous de ses baskets. Elle a donc exigé que les villageois versent 10 millions en gage de leur engagement. Huang n'en croyait pas ses oreilles. Un autre contretemps, il n'avait aucune idée de la manière dont il allait réunir toute cette somme. Les villageois de Kaohangba vivaient avec 100 yuan par an. Mais vous connaissez désormais Huang, rien ne peut l'arrêter. À son retour à Kaohangba, il s'est mis en tête de persuader les villageois de donner ce qu'ils pouvaient. Certains ont refusé, se moquant de lui en disant qu'il avait échoué une fois et qu'il échouerait à nouveau. Cependant, Huang savait qu'il était sur la bonne voie, et miraculeusement, sa confiance lui a valu celle de son village. Après avoir réuni les 10 millions, Huang a triomphé, rapportant les fonds à la compagnie des eaux, qui lui a rendu 60 millions, soit environ 8300 $, ainsi que suffisamment de maïs pour nourrir les villageois affamés. Les choses étaient désormais vraiment en marche. 20 ans après sa première tentative, il était de retour, mais cette fois, il n'était pas seul. Il avait convaincu plus de 200 villageois de le suivre. Cependant, je suis pas certain qu'ils étaient préparés à la manière dont il va creuser le canal. Après avoir traversé les montagnes, ils se sont arrêtés au bord d'une haute falaise, puis ils ont observé avec horreur Huang, un homme désormais âgé d'une 50aine d'années, attacher une corde de paille autour d'un grand arbre, puis autour de sa propre taille et sauter dans le vide. Avait-il perdu la raison? Eh bien, pas tout à fait. Même si cela était indéniablement dangereux, il n'avait pas accès à un équipement de levage adéquat. C'était donc la seule option possible. Et, sans le canal creusé dans la falaise, le projet ne pouvait aboutir et l'eau ne pouvait être acheminée vers le village. Huang s'est donc suspendu à la falaise, pioche à la main, et a commencé à creuser le flanc de la montagne. Comme si cela n'était pas déjà suffisamment incroyable, il cachait également un petit secret à tout le monde depuis toutes ces années. Il avait le vertige. Sérieusement, j'invente rien. Plutôt que de fuir ses peurs, il savait qu'il devait les affronter, même si cela signifiait qu'il risquait de finir en bouillie humaine au pied d'une falaise de 300 mètres. Étonnamment, les villageois ne se sont pas découragés. Au contraire, ils ont été inspirés à prendre leurs propres pioches et à aider. Cependant, même avec plus de 200 personnes qui creusaient, les progrès étaient lents. Une fois qu'une quantité suffisante de roches avait été extraite de la falaise, il fallait transporter le ciment dans la crevasse dangereusement haute pour façonner le canal. Et il n'y avait toujours pas de route pour tout transporter. Les villageois ont donc été contraints de faire un long périple pour aller chercher un cheval ou à dos d'homme. Cependant, transporter du béton lourd dans une région montagneuse est une tâche lente, et il n'y avait pas de temps à perdre. Par conséquent, Huang construisait souvent des sections en bambou et en boue jusqu'à ce que les véritables matériaux de construction arrivent pour les remplacer. 30 longues années après avoir commencé, Yugong de Kaohangba était vraiment en train de déplacer la montagne. Mais malheureusement, cela signifiait qu'il passait beaucoup plus de temps loin de sa famille. Il était tellement dévoué qu'il dormait dans des grottes afin de pouvoir commencer à travailler dès son réveil. Les étés et les hivers se succédaient, mais rien ne pouvait l'empêcher de creuser. Cependant, durant son absence, la situation à Kaohangba s'est détériorée. Le village a connu l'une des sécheresses les plus sévères de son histoire.
Tragiquement, la fille de Huang est tombée gravement malade et est décédée, suivie peu après par l'un de ses petits-fils. Ouais, dévastateur. N'importe quelle personne normale aurait pu être anéantie et abandonner le creusement à ce moment-là, mais pas Huang. Pour lui, ces tragédies n'ont fait que renforcer l'importance de sa mission. Il a donc surmonté sa douleur et a continué pendant 3 ans. Puis, en 1995, le moment tant attendu était arrivé. Les derniers morceaux de béton ont été posés. Huang s'est reculé et a regardé l'eau couler vers son village. Était-ce un rêve? Ça y ressemblait vraiment. Il avait réussi. 36 ans après avoir retiré la première pierre, il avait enfin retiré la dernière, achevant ainsi le canal. Et cette fois, cela fonctionnait vraiment. Dire que c'était émouvant serait un euphémisme. Les villageois de Kawangba étaient ravis. Pour la première fois de leur vie, ils pouvaient boire de l'eau sans avoir à marcher des kilomètres pour s'approvisionner. Et ce n'était pas tout. Le reste de l'eau était siphonné et utilisé pour l'irrigation. Une méthode agricole qui permet de compléter les cultures avec de l'eau supplémentaire afin qu'elles ne dépendent pas uniquement des précipitations. Si vous avez grandi avec de la nourriture en abondance, cela ne vous impressionnera peut-être pas, mais si vous vivez de maïs et de pommes de terre depuis des générations, cela change littéralement votre vie. Grâce à cette eau supplémentaire, les villageois ont pu agrandir leur terre agricole de 118 acres, transformant le paysage autrefois aride en un paysage verdoyant. À titre de référence, la cité du Vatican, où réside le pape, ne mesure que 108 acres, et c'est tout un pays. Tout cet espace a permis de cultiver de nouvelles denrées alimentaires, telles que des pamplemousses, des noix, des piments forts et surtout du riz. Avant la construction du canal, le riz était considéré comme un produit de luxe. Désormais, les agriculteurs en produisaient plus de 350 tonnes par an. L'agriculture n'était plus seulement une activité nécessaire à la survie, elle était devenue rentable. Les revenus des villageois ont été multipliés par 68, passant de seulement $14 par an à peu près $1000. Je suppose que le canal de Huang n'était pas la seule chose qu'il faisait pleuvoir. Mais vous vous souvenez qu'au début, j'ai dit qu'il y avait 3 projets pour le village. L'eau n'était que la première pierre à poser. La même année où le canal a été achevé, l'électricité a également été amenée au village et une nouvelle route a été construite, reliant enfin Kawangba au reste du monde. Les 2 autres projets ont été menés par Huang, qui a également trouvé le temps de construire une nouvelle école. Cet homme ne prend jamais de repos. Peut-être a-t-il des pouvoirs mystiques après tout. Alors, que fait Huang aujourd'hui? Eh bien, depuis qu'il a pris sa retraite de chef du village en 2003, on pourrait imaginer qu'il profite d'un long repos, non? C'est de Huang dont on parle. Non, d'après ce que j'ai lu, il a posé sa pioche, mais il continue encore aujourd'hui à se rendre dans les montagnes pour vérifier que tout va bien avec le canal. Incroyable, non? Même à plus de 80 ans, il continue de faire tout ce qu'il peut pour aider ses concitoyens. Et ceux-ci lui ont rendu hommage en baptisant le canal d'Afa, en son honneur. Son héritage, à l'image de sa vie, est dans les montagnes, où il aide ceux qui vivent en contrebas. Non, je pleure pas, c'est vous qui pleurez. Avant de conclure, réfléchissons à ce qu'on peut retenir de cette histoire. Au fond, on a tous nos propres montagnes, et beaucoup d'entre nous ne savent pas comment les déplacer. On finit donc par être paralysé par l'indécision, et on fait rien. Et alors rien ne change jamais. Mais on n'a pas besoin d'avoir tout prévu avant de commencer à changer les choses. Il suffit de se lever, de se mettre en mouvement et de soulever la première pierre, puis de revenir le lendemain et d'en soulever une autre. Ne renoncez jamais. Au fil du temps, vous remarquerez que la montagne commence à disparaître sous vos yeux, petit à petit. Et qui sait, peut-être qu'un jour je réaliserai une vidéo sur vous. Ouais, rien de tel qu'un peu de motivation en montagne pour vraiment stimuler la créativité. Merci de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire quelle partie de l'histoire de Huang vous a le plus inspiré. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.